Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos. Nouvel épisode depuis un paquet de temps, puisque ça doit faire bien 2-3 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'avoue que j'ai fait une petite pause pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai eu beaucoup de travail après mes vacances, mais bon ça à la limite vous vous en fichez et vous avez bien raison. Mais également parce que je manque un peu d'inspiration et donc du coup de motivation pour faire des vidéos. Je trouve que c'est difficile, moi j'aime redire des choses qui ont déjà été dites, je trouve pas ça super intéressant. Donc j'essaie de trouver des points de vue un peu différents, des choses un peu différentes, mais bon, il y a un moment on tourne un petit peu à vide. Donc voilà, donc ça vous intéresse peut-être un petit peu plus, puisque, écoutez, si vous avez envie de certaines choses, alors je vais pas refaire par exemple, faire une analyse du héros du mois qui a déjà été fait par 28 personnes autres, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous voyez des choses différentes à faire, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, alors sous réserve que je puisse en apporter bien évidemment, voilà, n'hésitez pas, ou des thèmes, ou peut-être des choses nouvelles aussi à faire, pourquoi pas, auxquelles j'ai pas pensé, parce que voilà, forcément on est loin de penser à tout, donc n'hésitez pas à soit me mettre ça en commentaire, soit si vous le souhaitez me laisser un message sur Line, il n'y a pas de difficulté. Nouvelle vidéo, alors pas vraiment depuis 2-3 mois en réalité, puisque certains l'ont vu. En fait, cette vidéo-là, je l'ai déjà faite hier. Sauf que, comme un gros boulet que je suis, je n'ai pas activé le micro de mon enregistreur. Donc du coup, j'ai fait une magnifique vidéo de 44 minutes que j'ai publiée, sans le son. Donc forcément très intéressante, surtout qu'en plus, pour le coup, comme vous le voyez, je fais souvent des vidéos très statiques, donc totalement inintéressantes sans le son, déjà pas très intéressantes avec, mais alors pas du tout sans le son. D'ailleurs, merci à ceux qui m'en ont averti que j'ai pu la virer, voilà. Donc je retente le coup aujourd'hui, et je vais donc refaire cette vidéo sur la tour de la magie. Alors bon, pour le coup, je me doute qu'il y a dû y avoir des vidéos qui ont été faites sur le sujet, je les ai pas regardées volontairement, pour vous donner du coup mon avis sur qui vaut ce qui vaut, vous en ferez bien ce que vous voudrez, sur les héros de la tour de la magie, et sur la tour de la magie elle-même, avec peut-être deux, trois tips, même si, il faut bien le dire, on n'a pas beaucoup de recul, donc voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, on va dire que c'est une petite initiation à la tour de la magie. Donc d'abord sur les héros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc les héros magiques ressemblent un petit peu aux ninjas, mais de manière quand même différente. Ils ont une particularité au niveau du mana. C'est comme vous voyez, il est marqué vitesse de mana magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils ont, là où les ninjas ont 3 charges, eux ils ont 2 charges. 2 charges, la première charge nécessitant 6 tuiles, sans bien évidemment aucun bonus de génération de mana, et la deuxième charge, 13 tuiles. La différence avec les ninjas, c'est que les ninjas, ils ont 3 charges qui sont grosso modo à peu près la même CS, mais de plus en plus puissantes, au fur et à mesure que vous augmentez les charges. Là, c'est différent parce qu'en fait, ils ont 2 CS qui sont différentes, ils peuvent même être radicalement opposés. Donc, vous allez avoir en fait des héros qui vont être, on va dire, un peu plus multi-tool, qui vont être aussi peut-être plus difficiles à gérer, je pense, mais du coup, pour le coup, je trouve ça assez intéressant, parce que ça rajoute justement un élément de gestion supplémentaire, un élément de réflexion supplémentaire. Donc voilà, vous allez avoir 2 CS différentes, à vous de voir si vous utilisez la première, la deuxième ou pas. Je pense que sur certains héros, la question va pas trop se poser, sur d'autres davantage. Donc voilà, autre particularité qu'ils ont, c'est ce bonus de famille-là. Donc vous voyez, vous avez des chances en fait d'avoir un bonus de génération de mana lorsque le héros utilise sa compétence spéciale. Alors, sous le papier, moi déjà tout ce qui touche le mana, je trouve ça bien, parce que le mana c'est un peu la vie, arriver à déclencher ces héros rapidement, c'est je trouve la clé de beaucoup de raids, donc ça c'est très intéressant. Par contre, là où je suis un petit peu déçue, c'est notamment le fait que c'est uniquement lorsqu'il déclenche sa CS. Contrairement notamment au héros qui a eu, je sais plus comment il s'appelait cet événement, il y en a tellement maintenant que je commence à perdre un peu le fil, peut-être des tueurs je crois, où c'est à chaque tour qui pouvait choper justement des cumuls. Là en fait c'est uniquement quand le héros va lancer sa CS. Alors ça peut arriver assez vite, parce que 6 tuiles voilà, sauf que c'est à chaque fois qu'il va lancer sa CS, et vous n'aurez qu'une chance sur 25 ou 50%, c'est-à-dire que 50% il faut quand même que vous ayez 4 à 5 héros dans votre équipe de la famille, donc c'est juste énorme, et 25% si vous en avez 2 ou 3, ce qui est déjà pas mal, mine de rien, il faut quand même faire des tirages pour arriver à ça. Voilà, donc une chance sur 4 d'avoir 5% de génération de mana lorsque le héros lance sa CS, c'est-à-dire du coup forcément un peu tard dans le raid, puisqu'il faut qu'il ait chargé sa CS. Je trouve ça sympathique, mais pas non plus hyper déterminant, on va dire. Après, c'est pas inintéressant.
Sinon, autre particularité, ils ont tous un passif qui par contre varie en fonction. Donc par exemple, on va prendre Cristobal puisqu'on l'a là. Donc lui, son passif, c'est lorsqu'il a sa compétence spéciale chargée au maximum, donc une charge 2 je suppose, il a 50% de chance d'octroyer moins 20% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément nature. Donc ça par exemple, bah, c'est un petit, je trouve quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que ça sera vraiment extrêmement utile? Ça peut, honnêtement, je pense que ça peut. Par contre, voilà, c'est pareil, c'est un bonus, ça charge, encore une fois, ça charge 2, c'est 13 tuiles. Alors, j'ai pas encore fait les calculs, il faut que je les fasse. Je pense qu'on doit pouvoir passer à 11 ou 12 tuiles assez facilement. 10 tuiles, je suis pas sûre qu'on y parvienne. Il faudrait que je regarde tout ça. Mais donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui va forcément intervenir tard dans le raid, et encore une fois, si vous utilisez avec sa charge 2, puisque vous pouvez préférer utiliser sa charge 1. Donc c'est quelque chose qui va intervenir un petit peu tard dans le raid, donc ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas non plus foufou. Étant précisé également qu'il y a une difficulté en défense, puisque comme vous le savez en défense, en tout cas moi de ce que j'ai pu en voir, j'ai l'impression qu'ils ont un mode l'IA et un mode de gestion de ces héros qui est un petit peu équivalent à celui des ninjas, à savoir que charge 1 ou charge 2, j'ai l'impression que c'est assez aléatoire, à une exception près, c'est lorsque le héros arrive en fin de vie, où là, automatiquement, l'IA déclenche sa CS, même s'il n'est pas en charge 2, il déclenche automatiquement sa CS, donc là, sa charge 1, dès lors qu'il arrive en fin de vie. D'ailleurs, ça c'est extrêmement utile, on va voir ça notamment parce qu'il y a des héros qui ressuscitent dans ces héros-là, et quand vous faites la tour de la magie, du coup, ce que je ne peux que vous conseiller, c'est d'essayer du coup d'attaquer ces héros-là pour leur faire baisser la vie, parce qu'une fois qu'ils auront une vie qui est assez basse, bah du coup, ils ne pourront, comme le fait de ressusciter c'est en charge 2, et bah du coup, ils ne pourront plus en fait ressusciter leurs petits copains, hein, si leur vie est trop basse, parce que l'IA automatiquement va déclencher la charge 1, et encore une fois, le fait de ressusciter les autres, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ce n'est que de la charge 2. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Donc voilà, donc un passif qui est pas inintéressant, mais qui n'est pas, je pense, non plus déterminant, étant précisé qu'il faudra faire attention aussi, parce que certains de ces passifs sont sur les alliés, et d'autres sont sur les adversaires. Donc du coup, à voir aussi, parce que par exemple, ceux qui sont sur les alliés, c'est toujours sur un héros qui est, que ce soit un héros à vous ou un adversaire, qui n'est pas de la même couleur que le vôtre. Donc par exemple, ceux qui font des effets sur vos alliés qui ne sont pas de votre couleur, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est le cas de celui-ci. Vous voyez, voilà. Par exemple, lui, il a quelque chose que je trouve intéressant, 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas d'éléments sacrés. Bah, honnêtement, ça fait plaisir quand ça arrive, hein. Donc ça, je trouve ça plutôt très bien. Sauf que, si vous attaquez en mono notamment, ou même en 3-2, bah, ça veut dire que toute ou partie de votre équipe, de toute façon, ne pourra jamais en bénéficier en attaque, puisqu'ils seront de l'élément sacré et donc ne seront pas soignés. Donc ça, par exemple, ce bonus-là, il est plutôt efficace en défense, puisque par définition, en défense en général, vous avez plutôt des défenses arc-en-ciel. Donc bien faire attention également à ça. Voilà. Après, donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Pareil sur les bonus du coup sur les adversaires. Par exemple là, c'est tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si vous le flanquez un tank bleu, un tank bleu, on va plutôt avoir tendance à l'attaquer en vert. Donc ça veut dire que vos ennemis seront verts. Donc ça veut dire que du coup, sa compétence spéciale à lui, enfin plutôt son passif à lui, du coup risque de n'avoir quasiment aucun effet sur votre adversaire. Donc voilà, attention aussi, si vous voulez rentabiliser ça, à comment vous l'utilisez également. Voilà, donc ça c'était pour des généralités, on va dire, sur ces héros-là. On va maintenant les prendre un petit par un pour voir un petit peu ce qu'ils font. Moi je vous cache pas que c'est des héros que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai fait une x10 dessus. Ah oui, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, enfin bon, je vais en reparler, mais c'est que je trouve que tant les 3 étoiles, que les 4 étoiles, que les 5 étoiles sont intéressants dans cet événement. Et autre chose, bon pour les gripsous que sont les free-to-play comme moi, c'est que ça coûte 2600 gemmes. Là où par exemple une invocation de saison coûte 3000 gemmes, hein, ou costume aussi, il me semble que c'est 3000 gemmes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous économisez entre guillemets 400 gemmes pour faire une x10, et mine de rien, 400 gemmes pour un free-to-play, ça doit bien, je pense, faire facilement 3 semaines, peut-être un mois d'économie, donc c'est pas complètement anecdotique non plus. Donc je trouve que c'est un événement qui est intéressant pour faire des tirages, parce qu'il y a de très bons héros dans toutes les... Voilà, parce que bon, c'est pareil, quand on est free-to-play, on vise... Enfin,
Moi, je persiste à penser que lorsqu'on fait des tirages, il ne faut pas viser les 5 étoiles, parce qu'on a quand même peu de chances de les avoir, hein, on a peu de héros hors saison 1, donc mieux vaut viser les 3 et les 4 étoiles qui sont intéressants. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils le sont. Alors, on va en discuter, après chacun son avis, mais voilà. Donc, on va prendre point par point. Donc, Agrafena, qui est druide, et dont le passif c'est 100% à tous les ennemis qui ne sont pas d'éléments de ténèbres. Donc par exemple, elle sera pas un bon flanc qu'à un jeune, enfin en tout cas au niveau de son passif je veux dire. Je trouve pas ça super intéressant puisqu'on va vous attaquer en violet et du coup son passif ne servira probablement à rien. Sinon, ses effets, donc sa première CS, c'est quoi? Sa première CS, c'est moins 15% d'attaque, moins 15% de défense et 159 de dégâts de poison sur 3 tours. Bon, c'est pas inintéressant, ça en fait un support intéressant, mais honnêtement, alors c'est 6 tuiles, hein, donc encore une fois c'est chargé très très rapidement, mais je trouve pas ça hyper foufou. 15% d'attaque, 15% de défense, c'est bien, mais c'est pas... Voilà, ça va faire une petite différence, mais on est quand même bien loin d'autres debuffs, évidemment. 159 de poison sur 3 tours, c'est pas non plus foufou. Donc une première charge qui est, bon pourquoi pas, mais qui m'affole pas, quoi. Deuxième charge, par contre là forcément c'est plus intéressant, vous avez un excellent soigneur, hein, puisque ça va vous faire 50% d'attaque sur 6 tours, donc 6 tours c'est quand même très très long, 63% de défense sur 6 tours, et une régénération de 1218 PV, hein, donc bon ça vous soigne quasiment... alors un 5 étoiles emblémé pas en totalité bien sûr, mais ça vous soigne quand même grandement votre héros. Alors sur 6 tours certes, donc du coup ça va prendre un peu de temps, mais comme en parallèle vous aurez de la défense à hauteur de 63%, votre héros sera protégé et il va probablement pouvoir bénéficier de son soin. Donc quelque chose de très efficace. Après la question qui est la suivante, c'est qu'il va falloir 13 tuiles, alors on va dire 11 à 13 tuiles, peut-être 10, je ne sais pas encore, donc ça va quand même demander beaucoup de tuiles pour pouvoir être chargé. Et forcément elle va rentrer en concurrence avec d'autres soigneurs, et notamment avec un banal Rigard costumé, qui lui va pouvoir déclencher beaucoup plus rapidement, qui va pouvoir soigner, booster l'attaque également, alors 48% il me semble pas 50, mais bon voilà, ça fait pas une grosse différence. Par contre il ne touchera pas la défense, mais il va pouvoir intervenir plus rapidement, et il va avoir un effet que n'a pas Agrafena, et si vous l'avez pas dans votre team avec un autre personnage, c'est quand même extrêmement utile de l'avoir, c'est que Rigard C va cleanser. Alors bon, c'est vrai qu'actuellement la méta n'est plus trop au dot, on a eu ça à un moment, c'est moins le cas, mais néanmoins on a encore quand même pas mal de héros qui font des dots, et on a aussi d'ailleurs beaucoup de héros qui font des debuffs, donc ça par contre ça on en a beaucoup plus actuellement, et ça peut être aussi intéressant de pouvoir les cleanser rapidement. Donc la question se pose en fait entre est-ce que en tout cas ça vaut de mettre 6 tabards, après ça dépend aussi des héros qu'on a à côté, par rapport à un Rigard C, hein, donc voilà, à voir, mais bon, un héros qui est quand même pas dégueu, hein, honnêtement ça reste un bon support. Après, le petit Dolgun. Alors, Dolgun, bon, son passif, à la limite les passifs je vous laisserai les regarder, peu importe, je vais t'expliquer comment ça marchait. Alors, Dolgun, sa charge 1, c'est partage de dégâts et augmentation d'attaque. En fait, sa charge 1, c'est l'effet tout simplement d'un... comment ça s'appelle ? D'un banal Gunnar, hein, d'un Gunnar, j'ai envie de dire, très classique, sans costume, quoi que ce soit. À la différence près que Gunnar, évidemment, ça va être sur plus de tours. Alors combien, je ne me souviens pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Hop, un Gunnar, c'est pendant 5 tours. Là où un Dolgun, que je retrouve, évidemment il a bougé, là où un Dolgun, ça va être seulement sur 2 tours, à la différence près que le Gunnar c'est un lent, donc il va lui falloir 12 tuiles, là il va vous en falloir juste moitié moins, donc 6 tuiles, donc ça je trouve ça plutôt intéressant, sa charge 1, pourquoi? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui va vous permettre de temporiser un raid, hein, par exemple je pense pour les tournois, ou même peut-être pour les petites GDA, pourquoi pas, ça vous permet de temporiser en fait le temps de permettre d'avoir d'autres tuiles pour vos... pour du coup vos autres héros puissent déclencher. Vous allez les protéger le temps qu'ils déclenchent. Donc une première charge que je trouve pas inintéressante, et alors c'est que 2 tours, hein, donc c'est quand même bref, mais 2 tours ça peut vous donner justement entre guillemets la bouffée d'air nécessaire pour pouvoir du coup avoir d'autres tuiles et déclencher vos autres héros avant de vous faire défoncer. Et une charge 2 que je trouve pour le coup extrêmement intéressante.
c'est tous les ennemis partagent les dégâts entre eux. En fait, c'est un Gunnar costume. En fait, Dolgun, ce n'est rien d'autre qu'un Gunnar. Un Gunnar sur sa charge 1 sans costume, et un Gunnar sur sa charge 2 avec costume. Puisqu'il va non seulement faire un partage de dégâts, mais également, et là pour le coup c'est plus fort que Gunnar, puisque Gunnar va vous faire un debuff de défense de 44%, là c'est 56% de défense, c'est juste énorme. Honnêtement, alors en plus pour un 3 étoiles, je trouve ça juste ouf. Donc ça c'est extrêmement intéressant, et je pense notamment aux events. Parce que je trouve que autant le partage de dégâts, je suis pas hyper fan en attaque classique sur un tournoi ou autre, parce que ça peut diluer les attaques si à côté notamment vous n'avez pas de multi-cible. Autant je trouve ça extrêmement efficace sur les events, donc un très bon héros Dolgun. Ça me plairait bien personnellement de l'avoir. Je pense que pour le coup, moi par exemple mon équipe verte, honnêtement, je l'utilise jamais sur les events parce que je la trouve pas efficace. Et je me dis qu'un héros comme Dolgun, alors après à tester, hein, peut-être pas du tout, mais sur le papier en tout cas, je pense que ça peut être un héros qui peut être extrêmement efficace. Vous mettez un Dolgun et vous mettez un un Gravel qui va vous booster l'attaque, et à côté de ça vous mettez des multi-cibles comme par exemple un banal j'ai Kashrek mais c'est pas le mot, un banal Ishtak sans son costume, qui va du coup taper sur 3. Honnêtement, je pense que ça peut vous faire une très bonne équipe pour les tournois. Donc ça va, je pense, changer, notamment actuellement pour les tournois 3 étoiles, on utilise principalement des équipes bleues, grâce au combo justement Gunnar costumé, Nordri, et aussi Ulmer costumé, voilà, donc ça c'est des héros qui sont extrêmement efficaces grâce à ce combo-là. Dolgun va pouvoir nous permettre, je pense, d'utiliser du coup maintenant les verts de manière beaucoup plus efficace. Donc un héros, moi je trouve très sympa pour les tournois. Ensuite, alors je vais essayer du coup de les reprendre dans l'ordre. Ensuite, Anastasia. Alors Anastasia, j'avoue que je suis moins emballée. Sur sa charge 1, grosso modo, c'est un héros qui fait des sbires. Mais par contre, ces sbires n'ont aucun effet. Et sur sa charge 2, c'est un héros qui fait des démons. Donc des démons qui pour le coup vont faire des dégâts. Mais pareil, ils ne vont pas faire d'effets particuliers. Ce qui peut s'entendre sur un 4 étoiles, puisqu'on n'est pas sur un 5 étoiles. Là où ça me pose un peu plus problème, c'est... En fait, c'est plus sa charge 1, je trouve, puisque, en fait, alors c'est en 6 tuiles, donc ça c'est très rapide, c'est vrai, mais 8% de PV, je trouve ça vraiment très peu. Par exemple, un Frost, alors vous allez me dire c'est un 5 étoiles. Oui, Frost, effectivement, c'est 13% de PV. Mais prenons un banal Gvazir, qui lui, pour le coup, est un 3 étoiles, ses sbires, c'est 15% de PV. Donc autant vous dire que c'est très loin au-dessus d'Anastasia, et en plus, ces sbires, ils vont pas juste faire des petites attaques, ils vont également conférer, du coup, alors je sais plus, et ça empêche les sbires, et il me semble que ça fait du poison également, peut-être des bêtises sur la dernière partie, je me souviens plus. Donc honnêtement, par rapport par exemple à un Gvazir qui est un 3 étoiles, je trouve ça moins efficace. Alors bien sûr, les sbires seront plus importants puisque c'est les PV d'Anastasia qui est forcément plus de PV qu'un 3 étoiles, mais comparativement à un Gvazir, je trouve ça pas super intéressant sa charge 1. Sa charge 2, pour le coup, je la trouve un peu plus sympa. En fait, ce que je trouve sympa, et je vais vous le dire, parce qu'en fait c'est un héros que j'ai chopé, puisque j'ai fait, en gros j'ai fait 12 invocations, une fois 10, et puis j'ai fait 2 tirages pièces, et j'ai chopé notamment Anastasia. C'est un héros que je montrais, pourquoi ? Parce que, tout simplement, avoir des héros qui font des démons, c'est difficile, hein. Actuellement, vous avez grosso modo principalement enfin vous avez que des 5 étoiles il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Peut-être des héros d'event aussi, un 4 étoiles rouge, peut-être, ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas facile d'en avoir. Et moi, je la montrais parce que je trouve ça sympa, en fait. C'est ça qui est bien, je trouve, actuellement, c'est qu'il y a des 4 étoiles qui font des CS un peu de 5 étoiles. Et ça permet aux personnes, notamment aux free-to-play, ou aux personnes qui font peu d'invocations, on va dire, qui du coup ont peu de chances d'avoir ce type de héros-là en 5 étoiles, de pouvoir quand même les jouer en 4 étoiles, et du coup d'avoir accès à un gameplay un peu différent. Donc honnêtement, je trouve pas que ce soit un très bon héros. Néanmoins, moi par exemple c'est un héros que j'ai chopé et que je vais monter, alors bon c'est pas une top priorité, je vais la monter gentiment, voilà, qui pourrait être utile par exemple sur les tournois, je pense aux tournois sans soin, que ce soit d'ailleurs sous son format sbire ou sous son format démon. Donc voilà, ça peut être un héros qui peut être utile pour ça. Après je pense pas que ce soit un héros qui soit ultime, mais néanmoins moi je vais la monter pour pouvoir m'amuser un petit peu, faire des démons. Je trouve ça chouette aussi d'avoir accès à un autre gameplay. Mais bon, pas un 4 étoiles qui m'emballe. Je pense même que c'est probablement peut-être le moins bon de l'événement.
Milena. Alors Milena, pour le coup, moi je pense que c'est peut-être la 5 étoiles de l'événement qui me plaît le plus. Je la trouve extrêmement forte puisque en charge 1, donc 6 tuiles, hein, quand même seulement 6 tuiles, elle va restaurer 20% de la santé de tous les alliés. Alors 20% c'est pas énorme, on est bien d'accord, mais bon, c'est pas non plus complètement anodin. Hein, Attendez, combien c'est un Kirill? Tac, est-ce que c'est que j'ai un Kirill? Kirill, on est à 28%. Mais Kirill, forcément, c'est un moyen. Hein. Là, on est sur du 20% en 6 tuiles. Honnêtement, si vous avez vraiment un très mauvais début de raid, ça peut quand même vous sauver. Et ça fait cleanse. Cleanse en 6 tuiles, je trouve ça aussi extrêmement fort. Donc voilà. Et alors, si on passe à la charge 2, alors là, je trouve ça juste monstrueux. Hein. On est quand même à 390% de dégâts à tous les ennemis. Pour comparaison, une Assassin qui fait quand même très très mal, on est à 300%. Et en plus, ça fait dispel. Alors dispel après avoir tapé, hein, donc par exemple, elle peut bien morfler s'il y a une riposte en face, puisqu'elle va d'abord taper et ensuite enlever les bonus. Mais vous avez quand même un très très gros cogneur, alors il va falloir des tuiles évidemment, mais un très très gros cogneur, et en plus un dispel, je trouve ça extrêmement fort. En plus c'est un héros du coup qui est multi-tool, c'est-à-dire que par exemple, si votre début de raid se passe mal et que vous avez besoin de soin rapidement et de cleanse, etc., vous allez pouvoir l'utiliser. Si votre raid se passe plutôt pas trop mal et que vous arrivez un petit peu à charger, c'est un héros qui peut tout simplement vous permettre de OS quasiment. Si vous le couplez à un debuff de défense, admettons, bon, après c'est le top du top évidemment, hein, mais admettons que vous le coupiez à un Morel, sur un mono, alors le problème ça va être de les synchroniser, ça va être plus difficile, et je pense que ça va être la difficulté avec ces héros là, c'est arriver à les synchroniser avec les autres héros de votre équipe, qui ne seront pas des héros magiques, donc ça va être je pense un petit travail à faire, auquel il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu tous, mais si vous faites un debuff de défense, par exemple à la Morel suivi d'une Milena, bon je pense qu'en fait la team adverse elle est juste liquidée quoi. Donc vraiment un héros moi qui me plaît beaucoup. Son passif c'est quoi? Ah ouais, son passif je le kiffe en fait, parce que vraiment 25% de... Alors, pour le coup, encore une fois, ça marchera pas si vous attaquez en mono bleu, mais en défense par exemple, 25% de mana à tous les alliés qui sont pas d'éléments glace. Honnêtement, je trouve ça hyper fort. Enfin, 25% de mana, je trouve ça vraiment très très fort. Ça peut vous permettre de déclencher grosso modo tous vos autres héros si vous êtes sur une équipe arc-en-ciel. Donc un héros qui me plaît beaucoup. Hein, voilà. Cristobal. Cristobal, je suis un peu plus... je l'aime un peu moins. Non, en fait, il est quand même sympa. J'aime un peu moins sa charge 1. Sa charge 1, pourquoi est-ce que je l'aime un peu moins? Donc, il inflige 235% de dégâts à la cible, ce qui est pas foufou, hein, ça fait pas non plus énormément de dégâts. Alors bon, après, ces héros-là ont tous de bonnes stats, hein, notamment, alors c'est des héros qui sont plutôt équilibrés en statistiques, mais qui ont forcément tous d'excellentes stats. Actuellement, les héros qui sortent de toute façon sont bien au-delà des saisons 1. Donc il a de bonnes stats, notamment, vous voyez, 791 d'attaque sans aucun emblème, c'est quand même déjà costaud. Donc ça joue évidemment, mais 235%, ça reste assez faible. Alors après, ça permet de vous passer quand même à 470% de dégâts s'il reste moins de 50% santé à la cible. Donc du coup, là quand même, ça commence à taper beaucoup plus fort. La seule difficulté, et c'est là où ça me gêne un petit peu, c'est que vous allez passer, en fait, c'est un héros qui va déclencher ensuite 6 tuiles, sur sa charge 1 j'entends, hein. Donc du coup, c'est un héros qui va déclencher rapidement dans le raid. Donc est-ce que vous aurez, à ce moment-là où sa CS sera chargée, quelqu'un à du coup OS, parce qu'en fait s'il a moins de 50% de vie je pense, et vous lui infligez 470% de dégâts, il y a moyen que vous le finissiez. Est-ce que vous aurez un héros à ce moment-là du raid, après avoir mis seulement 6 tuiles, qui soit à moins 50% de vie? Peut-être le tank, effectivement, si c'est lui qui a pris, à ce moment-là, ça vous permettra de liquider le tank. Sinon, j'ai peur que vous soyez, que vous ne remplissiez pas en fait la condition pour faire plus de dégâts sur la charge 1, et du coup, que vous ayez une charge 1 qui soit pas très efficace. En revanche, sa charge 2, elle, je la trouve plus intéressante, et je la trouve du coup plus cohérente en fait, parce que c'est une charge qui va vous demander plus de tuiles, donc qui va intervenir plus tard dans le raid, où du coup vos adversaires seront probablement beaucoup plus entamés. Et là, donc 200% de dégâts à tous les ennemis, c'est bien, mais pour une charge de 13 tuiles, je trouve ça pas ouf. Par contre, 400% de dégâts s'il reste plus de 50% de santé à la cible, là je trouve ça vraiment extrêmement efficace. Hein, 400%, voilà, c'est, comme je vous l'ai dit, déjà une assassine c'est 300%, et je pense que ses stats d'attaque doivent être peut-être même un peu plus basses, donc ça va taper très 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 fort. Et là il y a une cohérence en fait entre la vitesse de la charge et l'effet de la charge avec la condition. Donc je trouve ça, là ça peut faire effectivement très mal, mais sa charge 1, je suis un peu moins emballée.
Contrairement par exemple, typiquement si on peut le comparer à un Kage Burado, qui lui par contre c'est l'inverse, il va pareil, c'est un très rapide, alors lui il lui faut 6 tuiles et demi au lieu de 6, peu importe, parce qu'on peut rapidement passer à 6 tuiles avec une troupe suffisante, mais un Kage Burado ça a plus de sens parce qu'il va intervenir très rapidement, et il va faire plus de dégâts lorsque la cible a plus de 50% de vie. Donc du coup, comme il va intervenir très rapidement, les cibles vont avoir de la vie, et donc il va avoir son plein effet. Là où un Cristobal, c'est l'inverse. Donc du coup, comme il intervient rapidement, du coup, vous risquez de ne pas remplir la condition pour que sa charge 1 soit efficace. Cornell maintenant. Alors Cornell, c'est un petit peu comme Dolgun. Dolgun, grosso modo, c'est un Gunnar avec et sans costume, charge 1, charge 2. Ben Cornell, en fait, c'est une Brienne avec et sans costume, puisque sa charge 1 va en fait donner un bonus de berserk, donc comme Brienne sans son costume, à la différence près que vous allez déclencher en 6 tuiles, alors que Brienne est moyenne. Mais par contre, lui, ça va être que sur 3 héros, là où Brienne, c'est sur toute l'équipe. Donc voilà. Une charge 1 qui reste quand même, je trouve, intéressante, mais là où ça devient extrêmement fort, c'est sur la charge 2, puisque la charge 2, c'est une Brienne avec costume, donc ça va baisser de 44% la défense, et ça de manière un peu exponentielle, pendant 6 tours, puisque vous allez, à chaque fois que vous allez toucher, vous allez augmenter encore. Donc ça, je trouve ça très très fort, et encore une fois, alors c'est peut-être moi parce que c'est un aspect que j'aime bien, mais je pense encore une fois aux événements. On utilise les teams rouges pour les événements, les teams rouges 3 étoiles j'entends, mais là je trouve que ça va permettre, le problème qu'on a en rouge, c'est que, je dis peut-être une bêtise, mais il semble qu'on n'a pas de debuff défense en rouge, donc en général on attaque avec une Hawkmoon costumée, et puis après des cogneurs. Là, avec Cornell, on va pouvoir mettre Cornell en plus, et du coup, on va vachement optimiser. Alors, il n'y a pas de partage de dégâts comme Dolgun, donc j'avoue que je préfère Dolgun. En plus, Dolgun, c'est 56% immédiatement. Là où 44% et après 4%, ça va vous nécessiter notamment de le toucher. Du coup, ça sera un chouille moins efficace quand vous arriverez au niveau des boss si vous allez balancer la sauce d'un coup. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui, encore une fois, je me trompe peut-être, mais il me semble pas, il n'existe pas en rouge, et ça va permettre de bien booster les équipes event en 3 étoiles rouges. Donc encore une fois, un 3 étoiles, moi, qui me plaît plutôt pas mal et que j'aimerais bien choper. Sergei, alors là, là, je pense que c'est... Pour moi, c'est le top du top, c'est le héros que je visais, et j'ai eu une chance de dingue, puisque je l'ai chopé. Honnêtement, j'y croyais pas, et je trouve... Alors là, je suis plus qu'aux anges. Pour moi, il vaut clairement un 5 étoiles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un mélange de panthère, une mini panthère et un mini tarlac, 2 en 1. Donc c'est juste ouf, j'en voudrais bien 2 d'ailleurs, mais bon, on va pas non plus abuser, puisque sa charge 1, c'est 54, donc c'est un debuff élémentaire, hein, voilà, donc comme une panthère. Alors la différence près que lui ne tape pas, il me semble que panthère dispel sur 3, je crois, si je dis pas de bêtises, lui il ne fait que ça, par contre il le fait sur tous. Donc ça veut dire qu'en 6 tuiles, vous allez pouvoir faire un debuff de 54%, ce qui est quand même énorme, sur toute la team adverse. Donc ça, je trouve ça extrêmement fort, sur Titi évidemment, pour ceux qui n'ont pas, parce que Panthère, elle est quand même difficile à choper. Sergei est beaucoup plus accessible, vu que c'est un 4 étoiles. Honnêtement, pareil, un debuff élémentaire pour Titan, c'est monstrueux. Donc vraiment un excellent héros. Sa charge 1, je la trouve top, et sa charge 2, autant vous dire qu'elle va me changer la vie, puisque sa charge 2, donc c'est un Tarlac, donc il va booster l'attaque normale pendant 5 tours, avec un maximum de 160%, donc cumulable. Du coup, autant vous dire que... alors, le problème que j'ai, c'est que je manque d'emblème pour lui, mais forcément, mon Wu, à part peut-être sur ma team Titan jaune, mais sinon, mon Wu va finir au placard, et va être remplacé par Sergei, qui va me changer ma vie, puisque je n'aurai plus ces fameux ratés de Wu qu'on déteste tous, puisque non seulement on perd des points, mais en plus, on n'assomme pas le Titan, enfin bref. Voilà, je pense que Wu, c'est une grande histoire d'amour et de haine, et Sergei, du coup, un mini Tarlac, voilà, donc je suis aux anges. Alors bon, par contre, ça demande du mana, hein, ça, clairement, ça va demander du mana, puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur 13 tuiles pour une charge 2, donc ça fait beaucoup de tuiles sur Titan, donc c'est un héros clairement qu'il va falloir charger, sauf que 2 charges, c'est difficile à charger, donc ça, voilà, c'est pour ça aussi qu'il va falloir un peu le maîtriser. Pour l'instant, je l'ai essayé un peu sur Titan, c'est pas mal, mais je le maîtrise encore pas bien. Alors, notamment quand j'utilise sur Titan jaune, puisque du coup je sais jamais si je mets des buffs, pas des buffs, voilà, je pense que sur Titan jaune, il va falloir réfléchir à comment l'utiliser, peut-être attendre qu'il soit sur une charge 2, et le lancer, et après le charger pour lancer sa charge 1, bon bref, en tout cas ça sera des réflexions à avoir. De toute façon ces héros là vont nécessiter un petit temps d'adaptation, et c'est sympa, parce que ça change la façon de jouer, et ça c'est très agréable je trouve, mais voilà, honnêtement, pour moi clairement, il vaut largement
largement un 5 étoiles. Alors, après, évidemment, si vous avez Tarlac ou Mickey, bon, ça charge 2, vous vous en fichez. Si vous avez Tarlac, Mickey et Panthère, bon, ben, c'est un héros qui vous sera pas forcément utile. Quoique, pas forcément, parce que pour les événements, notamment, ben, ça peut être aussi extrêmement utile pour les pics, hein, et ainsi que pour les tournois. Donc, bon, non, en fait, c'est un top héros, franchement, je l'adore, et je suis aux anges de l'avoir chopé. Anton. Alors Anton, je l'aime un peu moins que Sergei, mais je trouve quand même qu'il est sympa. Pourquoi? Alors sa charge 1, on va pas se mentir, me plaît pas. Sur sa charge 1, ça ressemble en fait à un rocamouche, le 4 étoiles rouge de la saison 4. Ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que il fait 185% de dégâts à tous les ennemis, ce qui est assez fort, avec en plus un dot de poison qui se rajoute, mais en fait il a 50% de chance de rater. Et ça pour le coup, ben, ça me plaît moins. En fait j'aime pas trop les héros aléatoires, hein, donc voilà, c'est un héros qui, moi, me plaît pas particulièrement au niveau de sa charge 1. Par contre, sur sa charge 2, là, je trouve ça extrêmement fort, puisque, en fait, ben, c'est tout simplement une sorte d'Albériche sur sa charge 2, puisque vous avez 34% de chance de ressusciter vos petits copains, et tous, hein, et également vous donner de la vie. Autant, on a eu ça en 3 étoiles vert avec Cramp, le héros de la saison 4, là, qui ressuscite également, en 3 étoiles, sauf que Cramp, la différence, c'est qu'en fait, il ne fait que ressusciter, rien d'autre, pas de soins, rien du tout. Donc, grosso modo, c'est un héros avec 34% de chance, je crois aussi, il me semble, j'ai peut-être une bêtise là-dessus, mais... Donc c'est un héros qui, grosso modo, a 2 chances sur 3 de ne servir à rien. Là, de toute façon, non seulement vous avez une chance sur 3 de ressusciter vos alliés, mais en plus c'est cohérent encore une fois avec sa charge, puisque c'est une charge qui va être lente, donc ça va intervenir plutôt en fin de raid, le temps que grosso modo vos alliés se fassent tuer, et donc vous allez avoir une chance de les ressusciter, et en plus vous allez les soigner. Hein, vraiment comme un Albériche, sauf que lui donne pas de mana en plus. Mais à la limite, Albériche, c'est pas ça sa principale utilité, c'est vraiment de ressusciter et de soigner. Donc voilà, un héros, alors il soigne peu hein, quand même, parce que 405 PV sur 5 tours, c'est pas ouf, mais honnêtement, un héros que je trouve quand même très sympa, voilà, c'est une sorte de mini Albériche, et en 4 étoiles, il me semble pas qu'on avait ça avant, donc voilà, un héros qui me plairait assez. Je pense qu'il peut être très efficace, notamment, alors soit sur des petites défenses, hein, par exemple, soit, pourquoi pas, aussi en tournoi, voilà. Anastasia, on a déjà fait. Motega. Alors, Motega, c'est une sorte de Anastasia, mais version évidemment, puisque c'est un 5 étoiles, meilleure version, hein, puisque en charge 1, donc ça va être quelqu'un qui va créer des sbires. Mais voilà, encore une fois, moi je trouve que, c'est peut-être moi, hein, mais 8% de PV, je trouve ça vraiment peu, hein, pour quelqu'un qui fait des sbires. Bon. Par contre, je trouve que l'effet des sbires, il est chouette, et je crois que encore une fois, c'est un effet qu'on n'avait pas, c'est-à-dire que lorsque la cible va être touchée, elle va se prendre 20% de dégâts en plus. Alors pour 2 tours, mais encore une fois, c'est une CS que vous avez en 6 tuiles. Je trouve ça intéressant, en fait c'est un effet qu'on n'avait pas, et 20% de dégâts en plus, ben, vous rajoutez, surtout que c'est tous les dégâts, hein, donc ça veut dire autant les dégâts de tuiles que les dégâts de CS, donc grosso modo vous balancez Motega avant de lancer vos CS, alors attention encore une fois, parce qu'il va falloir arriver à synchroniser vos héros, puisque si vous balancez en 6 tuiles Motega directement après, et que par exemple vous avez un rapide derrière, mais que se passe 2 tours avant que vous arriviez à le charger, vous allez perdre l'effet, donc vous avez très des chances que ces sbires se fassent tuer entre temps, et du coup vous allez perdre l'effet. Donc attention, c'est ça aussi, vraiment ça va être un travail à faire que je trouve intéressant, d'arriver à synchroniser vos héros. Mais je trouve ça intéressant, parce que voilà, vous mettez Motega et derrière vous balancez un gros sniper, ça va faire de gros dégâts. Donc plutôt sympa, même si je suis déçue par la taille des sbires. Et charge de mana 2, en fait, comme Anastasia, ça va créer des démons. Des démons, donc pareil, qui vont faire des dégâts, évidemment, au tour par tour. Voilà. Et autre chose, ça va être le papillon, contrairement encore une fois, un nouvel effet, il me semble que les démons ne faisaient pas avant. Moins 50% de précision à son propriétaire, ça s'applique également à la fois sur les tuiles, sur les CS, etc. Donc ça, pareil, je trouve ça très sympa, parce que 50%, c'est quand même une chance sur 2 de louper. Ça fait c'est quand même énorme, donc c'est un héros qui va être extrêmement gênant. Par exemple, je pense évidemment au tournoi sans soin, hein. C'est un héros qui va être sympa là-dessus, et puis au-delà de ça, non, je trouve que c'est un héros qui peut être intéressant, même si, mais plus sur sa charge 2, je trouve vraiment que c'est dommage que ces sbires soient si petits en charge 1. Mais bon, après, si vous arrivez à le synchroniser avec justement un gros cogneur qui va arriver juste derrière, type Aouda, type
enfin on féline peut-être, voilà, enfin bref, ça va permettre d'optimiser en fait vos gros cogneurs rapides, je pense, en faisant attention à bien les synchroniser. Et après, ça peut être extrêmement handicapant pour une équipe, et je pense notamment de moins en moins en fait en défense on met de soins, parce qu'on part plus sur quelque chose d'offensif, du coup, sans soin, avec moins, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les héros, si vous attaquez avec ce type de héros sur une équipe sans soin, ça veut dire que l'équipe, une fois qu'il aura, si arrive à déclencher sa charge de 2, bah, du coup aura 50% de précision tout le temps, donc ça c'est extrêmement fort. Par contre, ça demande beaucoup de tuiles, donc ça arrive un peu tard dans le raid. Donc à voir, et puis à voir aussi comment on arrive à optimiser ces charges 2 au niveau de la génération de mana. Mais un héros qui est pas inintéressant. Nadezhda, alors ça, pareil, c'est un héros sur lequel moi j'aime pas trop sa charge 1, mais bon évidemment j'aime beaucoup sa charge 2, puisque bon, sa charge 1, donc encore une fois en 6 tuiles, ça va faire des dégâts de brûlure, alors 116 de dégâts sur 2 tours, bon c'est sympa mais c'est pas ouf, hein, et ça va lui permettre de ressusciter et donc de survivre, donc elle aura 32%, ah non, elle est automatiquement ressuscitée, autant pour moi. Elle est automatiquement ressuscitée avec un petit peu de santé, et elle va perdre tous les effets. Très bien, donc honnêtement, ça c'est vraiment si vous... Ça à mon avis c'est à lancer, si grosso modo vous voyez qu'elle va crever et que vous voulez la sauver. Donc ça va vous permettre de sauver en fait le héros avec 6 tuiles, si vous voyez qu'elle est sur le point de mourir. Par contre ce qui est très intéressant, et du coup ça va lui ce qui est intéressant, enfin pour le coup je trouve que ces deux CS, ces deux charges se combinent bien. La première ça va lui permettre de survivre, pour éventuellement pouvoir lancer la deuxième, qui elle, en fait, grosso modo, c'est une sorte, encore une fois, d'Alberish, hein, c'est-à-dire 34% de chance de ressusciter. Elle va soigner également, et autre chose que ne fait pas du tout Alberich et que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en plus, elle va réduire les dégâts reçus de 50%. Donc ça veut dire que, grosso modo, elle va pouvoir vous ressusciter toute la team adverse, elle va pouvoir les soigner, et en plus, vous ne pourrez leur faire beaucoup moins de dégâts, donc vous aurez beaucoup plus de mal à les tuer après. Donc honnêtement, c'est une charge 2 qui me plaît bien. C'est une sorte de Alberich, ou un peu moins, pas tout à fait mer Nord, plutôt Alberich en amélioré et en rouge, ce qu'on n'avait pas encore avant. Donc voilà, un héros, encore une fois, que je trouve, ma foi, sympathique. Et je trouve que la combinaison des deux charges est intéressante. La première, ça lui permet juste de survivre elle. Bon, honnêtement, les dégâts, je trouve qu'on fait la team adverse sont quand même assez anecdotiques. Par contre, ça va lui permettre de survivre. Attention, par contre, ça ne dure que 2 tours. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir viser. Grosso modo, moi, enfin, après, voilà, moi, je la joue. Si je l'avais, je pense que comme ça, spontanément, après peut-être qu'en la jouant, je ferai différemment, mais spontanément, en fait, ce que je ferais, c'est que je la laisserai charger. Si je vois qu'elle est sur le point de mourir, alors que j'ai pas encore ma charge 2, à ce moment-là, je lance sa charge 1 pour lui permettre de survivre. Et grosso modo, j'espère pouvoir ensuite remettre sa charge 2 pour pouvoir sauver ses petits compagnons. Je pense que ça peut être une façon intéressante de la jouer. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais spontanément comme ça, je la verrais bien. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence entre sa charge 1 et sa charge 2, c'est-à-dire lui permettre de survivre pour pouvoir ensuite ressusciter ses copains. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc honnêtement, alors les 3 étoiles, j'aime beaucoup. Les 5 étoiles, je trouve quand même qu'ils sont intéressants. À la limite, voilà, je trouve que celle qui est un peu en deçà, c'est Anastasia, même si, encore une fois, je suis très contente de l'avoir chopée. Ce sera un nouveau héros un peu différent. Des 5 étoiles qui sont aussi très intéressants. Donc vraiment, un événement avec évidemment d'excellentes statistiques, hein, mais bon voilà, vraiment un événement sur lequel je pense qu'on peut investir ses gemmes, quoi qu'on chope en fait, si on arrive à choper des héros d'événement évidemment, mais quelques héros qu'on chope, je pense qu'on peut être content de l'avoir, donc voilà, donc moi j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 12 invocations, pour le coup j'ai eu beaucoup de chance, bon, j'ai pas eu de 5 étoiles, mais ça c'est pas une grosse surprise, hein, c'est, j'ai envie de dire, plutôt normal sur une fois 10. Sur seulement 12 tirages. Par contre, 2-4 étoiles, autant vous dire. Et donc Sergueï, je suis aux anges, beaucoup de chance là-dessus. Maintenant, parlons un peu plus quand même de la tour en elle-même. La tour, alors bon, ça ressemble évidemment à la tour ninja, hein, ni plus ni moins, non, si justement plus et moins, ça ressemble à la tour ninja avec des particularités. Première particularité qu'on a, c'est qu'en fait on a 2 niveaux. On a le niveau normal et on a le niveau impossible. Bon, on se demande qu'est-ce que ça change, puisque à la limite, la difficulté est croissante quoi qu'il en soit, comme sur la tour ninja, donc à la limite on aurait pu les mettre à la file, ça aurait rien changé. En fait la différence c'est que sur le niveau normal vous avez des coffres, et pour le coup vous en avez très régulièrement, hein, vous en avez tous les 5 niveaux, et mine de rien c'est des coffres qui sont pas inintéressants, parce que alors je me souviens plus exactement, mais de mémoire vous aviez peut-être une vingtaine d'emblèmes par coffre, je me souviens plus.
donc très intéressant. Donc voilà, bon, aussi des pièces de tour pour faire des tirages, mais notamment, il me semble, une vingtaine d'emblèmes par coffre, sachant que vous en avez, combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une vingtaine d'emblèmes par coffre, 5 coffres, ça vous fait juste sur les coffres sans emblèmes. Donc ça vaut le coup, sachant que vous avez également, alors peut-être 10 ou 20, je sais plus. Probablement que ça augmente au fur et à mesure des coffres, mais enfin bon, ça vous fait quand même un paquet d'emblèmes. Sachant que vous allez en choper aussi, évidemment, sur les niveaux. Alors au début, sur les niveaux, vous en chopez pas beaucoup. Je pense que vous chopez un emblème, pardon, puis 2 emblèmes. Et au fur et à mesure que vous montez dans les niveaux, ça augmente. Mais honnêtement, le normal, ça vaut le coup, je trouve, de le faire, quoi. Ça rapporte quand même pas mal d'emblèmes pour un investissement. Si, du coup, parce que la difficulté, c'est aussi la suivante par rapport à la tour ninja. La tour ninja, il fallait 2 malédictions pour que vos héros soient bannis. Là, sur certains types de classes, il ne faudra qu'une seule malédiction. Donc il y a certains héros qui vont se faire sortir extrêmement rapidement. A l'inverse, par contre, vous avez d'autres héros où il va falloir 5 malédictions. C'est les sorciers, magiciens, druides et ecclésiastiques, où là, pour le coup, du coup, vous allez pouvoir les garder beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, mais la difficulté, c'est que les sorciers, magiciens, druides, ecclésiastiques, c'est plutôt des supports en général. Donc vos cogneurs, en réalité, vont se faire dézinguer, enfin, vont pouvoir être maudits beaucoup plus rapidement. Mais honnêtement, si juste vous visez le normal, alors je sais, c'est long, c'est chiant, tout ça, mais à la limite, si vous visez que le normal et que vous voulez pas monter très haut, bah vous mettez direct vos 5 étoiles et vous y allez en mode gros bourrin. Les niveaux vont se passer assez rapidement et honnêtement, 25 niveaux, même si vous vous êtes maudit, même sans utiliser aucune tornade. Moi, pour l'instant, j'en ai utilisé aucune dans cet événement. Honnêtement, vous pouvez monter et vous choperez quand même pas mal d'emblèmes. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup à ce niveau-là. Donc, hop, je reviens dessus. Donc ça, c'est le niveau normal. Autre particularité, et ça, je trouve ça hyper important, c'est les bénédictions. Donc déjà, c'est important sur la tour ninja. Donc, comme vous savez, sur la tour ninja, vous avez des bénédictions, alors, moins fréquentes. Là, vous en avez quand même tous les 2 étages. Donc c'est quand même très fréquent. Donc ça, c'est top. Et vous avez des bénédictions rares. Alors attendez, je vais rentrer là-dedans. Voilà. Qu'on puisse voir moi ce que j'ai pris. Moi, ce que je faisais sur la tour ninja, ce que j'ai toujours fait, c'est que je prenais toujours le mana en premier. En 2, je prenais l'attaque. Et en 3, si j'avais ni le mana ni l'attaque, je prenais grosso modo les sbires. Ce que j'ai fait là, alors la différence c'est que là vous avez des chances de coups critiques. Donc vous voyez, bon, du coup j'ai pris les coups critiques parce que c'est, on va dire, c'est pas de l'attaque, mais en tout cas ça va augmenter votre attaque. Mais vous avez également des bénédictions rares qui sont, je trouve, mais extrêmement efficaces. Notamment, j'en ai pris une, enfin je l'ai prise 2 fois hier, et honnêtement ça m'a changé ma vie, parce que je faisais les niveaux avec difficulté, et là vraiment, c'est l'augmentation d'attaque. Puisque, vous voyez, je l'ai prise 2 fois, donc au début c'est juste plus 5% par tour avec un maximum de 10, donc vous arrivez quand même à plus 50% d'attaque. Je l'ai prise 2 fois, donc ça veut dire que je suis à quand même plus 100% d'attaque sur mes héros, plus un petit bonus que j'ai pris à côté sur une bénédiction classique, je suis à 105, plus les chances de coup critique, qui fait qu'une tuile sur 5, grosso modo, a des chances d'être doublée. Donc honnêtement, ça vous permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite, parce que vous tapez beaucoup beaucoup plus fort. Et à côté de ça, vous avez aussi des bénédictions, donc ça je peux que vous conseiller de la prendre. Vous avez également d'autres bénédictions, vous avez la même chose en défense. Alors je l'ai croisée qu'une fois, je l'ai prise parce que je trouve quand même que 50% de défense, sachant que tout ça c'est cumulable en fait avec les CS de vos héros, hein. C'est-à-dire que ça se rajoute. C'est quand même efficace, ça vous permet de vous protéger parce que mine de rien, ils font mal. Et en plus, j'ai pris tout ce qui était mana. Alors, il y a une bénédiction rare qui est avoir, grosso modo, je crois que c'est 50% de bonus lorsque vous arrivez à la vague des boss. Moi, il y en a plusieurs dans ma team qui l'ont pris, cette bénédiction. Je la trouve pas hyper efficace. Enfin, je trouve qu'elle a un intérêt si on est en speedrun, c'est-à-dire si on veut pas s'arrêter, qu'on veut foncer, et dans ce cas-là, du coup, vous avez du mana directement quand vous arrivez au boss. Maintenant, si vous faites la tour en mode normal, on va dire, je trouve ça moins intéressant, parce qu'en fait, les CS, à la limite, moi, ce que je fais toujours avant d'arriver au boss, c'est que je les charge. Je m'arrange pour qu'elles soient chargées au moment où j'arrive au boss, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc du coup, moi, cette bénédiction-là m'intéresse pas trop, donc autant prendre plutôt de l'attaque ou de la défense, ou sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce qui concerne le mana. Donc grosso modo, j'ai, vous voyez, lorsque les héros sont sous 50% de PV, je récupère 6% de mana à chaque tour. Je suis un peu déçue de celle-ci. Je l'ai prise, il me semble, 2 fois. Hein. Je crois que c'était 3% et je l'ai prise 2 fois. Je suis un peu déçue parce qu'en fait, moi, mon but, c'était de me dire, bah, du coup, ils tapent fort, donc ça va me permettre donc ils vont faire mal. Donc ça va me permettre de générer du mana dès lors que je suis un peu en difficulté pour me sauver, grosso modo. Sauf qu'en général, quand vous êtes déjà à 50% de vie, faut vraiment que vous soyez sur le point de déclencher pour que ce soit, oh, mince, pour que ce soit efficace.
sinon ça traîne un peu. Par contre, autre chose que je trouve plus intéressant, à la limite, si j'avais le choix entre les deux, je pense que finalement j'opterais pour celle-ci, que j'ai pris qu'une seule fois du coup, mais si vous le prenez 2 fois, je pense que c'est une boucherie. Ça pour le coup, c'est quelqu'un de ma team qui l'a vu, qui nous a fait une petite vidéo, et je trouvais ça hyper intéressant. C'est tous les héros récupèrent 5% de mana, si vous le prenez plusieurs fois, ça peut passer à 10, hein, à chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale. Ça va faire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une sorte de cascade. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un héros qui est chargé, vous allez lancer sa CS, du coup ça va charger son copain, qui va pouvoir lancer sa CS, qui du coup va la charger son troisième copain, qui va pouvoir lancer sa CS, et voilà, ça fait un effet comme ça domino, hyper intéressant. Alors faites attention, parce que moi je me suis laissé prendre, j'ai un peu l'habitude, grosso modo, en général je lance ma CS et je vois déjà les tuiles que je vais faire, donc en général je lance la CS et je lance mes tuiles. Sauf que là, faites attention, il faut prendre un petit temps de pause après avoir lancé la CS, pour voir s'il n'y a pas un autre de vos héros qui va pouvoir déclencher sa CS. Mais ça c'est très intéressant je trouve, moi je suis à 5%, je pense qu'à 10% ça doit être encore plus, c'est que ça va vous créer un effet domino, et du coup vous allez pouvoir lancer vos CS un petit peu à la file, quoi. Donc quelque chose d'assez sympa. Et après, alors vous voyez, j'ai pris pareil sur les bénédictions classiques. J'ai pris la génération de mana à plus 20%, autant vous dire que ça aide bien. 20% de chance de coup critique, ça fait mal. Un petit peu d'attaque, donc c'est toujours bien. 15% de mana tous les 5 tours, donc voilà, moi mon but c'est de pouvoir déclencher, et notamment en haut de la tour des ninjas, honnêtement, quand vous êtes sur les derniers niveaux, vos CS, ça se déclenche vachement vite, y compris sur des héros lents, par exemple comme ma Vivica, les CS vont vraiment s'enclencher, c'est un peu le but. Et puis après, j'ai pris une fois les sbires parce que j'avais rien d'autre de possible. Donc vous voyez, 15% de mana, les 20% de génération de mana, tout ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc les bénédictions, je trouve que particulièrement dans cet événement, elles sont importantes. Et du coup, on arrive quand même à quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que moi au début, honnêtement, je me suis dit, mais l'événement il est super dur. J'ai commencé, comme je fais d'habitude, avec mes 3 étoiles, et autant sur la tour des ninjas, j'arrive en tirant la langue à arriver jusqu'au 10, alors des fois je sors un petit peu un 4 étoiles avant pour me sécuriser parce que j'ai pas envie de me louper, mais j'arrive, autant là, à partir de mémoire, je crois, du niveau 5 de la tour, peut-être 6, honnêtement, j'arrivais à finir les niveaux avec des 3 étoiles, mais mon équipe était à moitié morte. Donc j'étais quand même limite, et je me suis dit, waouh, c'est vachement plus difficile que la tour des ninjas. Et en fait, ce qui rééquilibre, je trouve, la difficulté, c'est justement ces bénédictions, et notamment ces bénédictions qui sont beaucoup plus fréquentes, et notamment ces bénédictions rares, ce qui fait qu'on a un effet un peu étrange, qui est que plus on monte dans la tour, quelque part, plus on a de la facilité. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Faites attention, au début on a l'impression que c'est super dur, et en fait plus on monte, je dis pas que c'est facile, hein, entendons-nous bien, mais moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur que la tour des ninjas, que pourtant actuellement j'arrive à finir à peu près sans trop de difficultés, mais j'ai trouvé ça au début beaucoup plus dur, je me suis dit waouh, ça va être très très compliqué, et au final plus vous montez, plus vous arrivez du coup à avoir des bénédictions, et plus ça facilite les choses. Autre particularité très décriée de la tour de la magie, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que vous avez 25 niveaux en normal et vous avez 50 niveaux en difficile. Pourquoi c'est décrié? Pour la simple et bonne raison suivante, c'est que l'événement dure 5 jours et on a 10 énergies par jour. Donc ça veut dire qu'au total, on a 50 énergies. Donc ça veut dire que sans perdre aucun, si vous ne perdez aucun niveau, vous ne pouvez arriver au maximum sans utiliser de recharge, qu'au niveau 25 de l'impossible. Donc ça veut dire que grosso modo, pour faire les 25 derniers niveaux, vous allez devoir acheter des fioles. Ces fioles-là, voilà, qui coûtent 50 gemmes. Bon, honnêtement, 50 gemmes, c'est pas foufou, c'est raisonnable, sauf que le problème, c'est que ça vous recharge que 5 énergies. Donc ça veut dire que, à supposer que vous ne ratiez aucun niveau, il va vous falloir à minima 5 flacons pour finir. 5 flacons, ça vous fait 250 gemmes. Alors, j'ai entendu des personnes dire « Ouais, du coup, il faut obligatoirement sortir la CB pour finir l'événement. » C'est pas tout à fait vrai, puisqu'on gagne des gemmes aussi en free-to-play. Maintenant, 250 gemmes, alors, à vue de nez, comme ça, je suis en train d'essayer d'objectiver les choses, mais bon, j'y reviendrai, parce que ça demande un peu de temps, mais à vue de nez, je dirais que pour un free-to-play, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, pas de passe, pas quoi que ce soit, 250 gemmes, c'est à peu près, je dirais, 2 à 3 semaines d'économie, comme ça, à vue de nez. Donc, sachant que c'est un événement qui revient tous les 3 mois, honnêtement, c'est quelque chose qu'en free-to-play, vous pouvez... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez aussi besoin de vos gemmes pour faire quelques invocations. Donc, du coup, si vous les cramez là-dessus... Alors, encore une fois, vous cramerez pas tout, mais ça va vachement amputer, mine de rien, vos économies. Donc, c'est quelque chose en free-to-play, à mon avis... Autant le faire une fois pour le challenge, parce que se dire « je l'ai fini », c'est intéressant.
autant le faire à chaque fois, ça va devenir très coûteux. Alors après, il faudra voir aussi ce que ça rapporte, puisque bon, bah, c'est coûteux en gemmes. Qu'est-ce que ça rapporte? Bon, bah, ça, je pourrais pas vous le dire, parce que pour le coup, je ne mettrai pas de gemmes ce coup-ci, ça c'est certain. Peut-être une autre fois, mais pas ce coup-ci. Ça d'ailleurs, je peux que vous encourager d'ailleurs à, sur ce type d'événements qui sont difficiles, alors, sauf parce que vous ayez un gros deck, et que voilà, bon, vous rouliez sur l'événement, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Si vous êtes plus limite, familiarisez-vous avec les événements avant de commencer à cramer beaucoup d'objets dedans, ou des gemmes, ou quoi que ce soit. Honnêtement, la tour des ninjas, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2, peut-être 3 fois la tour des ninjas, pour me familiariser avec, savoir quels sont les héros vraiment utiles, apprendre à gérer les bénédictions, les malédictions, également ces effets-là qu'on a. Ah oui, petite particularité d'ailleurs, c'est que ces effets-là interviennent sur la tour de la magie beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que très rapidement, vos héros qui font leurs effets sur 3 tours ne vont plus les faire que sur 1. Par exemple, une Alfric, qui est extrêmement utile, bah une Alfric concrètement, pour l'utiliser, il faut attendre que les CS des boss soient chargés déjà, pour lancer sa CS, sinon son effet va être enlevé le tour suivant et ça ne vous servira à rien. Bref, donc voilà, apprendre à gérer tout ça, apprendre aussi parce que je trouve que par exemple sur la tour des ninjas, moi je me suis aperçu d'une chose, c'est que la couleur rouge en attaque, on l'utilise très peu. Donc moi mes héros rouges, je les utilisais pas. À l'inverse, je voyais très bien que j'avais un déficit en héros vert. Et à l'inverse, je trouve qu'on utilise beaucoup le jaune et le vert. Donc du coup, je me suis fait des soigneurs, par exemple, pour monter plus haut. J'ai essayé de combler un peu ces manques-là, pour ensuite pouvoir y arriver plus facilement. Là, pareil, là c'est différent, je trouve. Moi, par exemple, je trouve qu'on utilise beaucoup les héros rouges, et je m'aperçois que concrètement, j'ai un gros manque en héros rouges. Donc peut-être qu'il va falloir que j'essaie de le combler d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de se familiariser avec un événement. Ça vous permettra, la fois où vous déciderez de le finir plus facilement et de le finir surtout avec moins de ressources, parce que ce type d'événement-là, notamment quand vous voulez éviter les malédictions, ce qu'on peut utiliser assez simplement, c'est les tornades, mais ça peut vite être un énorme gouffre. Donc vous voyez, moi pour l'instant, sur cet événement-là, voilà les objets que j'utilise, j'ai pas utilisé une seule tornade, et bon, bah, comme ça, au moins, je me familiarise tranquillement. Alors oui, vous voyez, j'ai déjà des malédictions, hein, clairement, mais honnêtement, en plus pour arriver, il me reste 10 niveaux à faire, donc bon bah honnêtement, ce que j'ai me suffira largement pour finir ces 10 niveaux-là. Si on veut monter en haut de la tour, ça doit être autre chose. Là pour le coup, je pense que ça va être différent à gérer. Mais voilà, je me familiarise d'abord, familiarisez-vous, sauf parce que vous ayez un très gros deck et que du coup vous sachiez grosso modo que vous allez finir, mais si vous êtes un peu tangent, voilà, vous risquez de faire un gouffre d'objets et être moins efficace, alors que si vous attendez peut-être la prochaine tour, le temps de vous familiariser avec la première fois, bah vous montrez plus facilement et vous montrez avec moins d'objets. Parce que mine de rien, je trouve qu'actuellement, le jeu, alors déjà, le jeu, bon, faut quand même dire les choses, hein. Actuellement, voilà, c'est vrai que c'était extrêmement décrié le fait qu'on doit mettre des gemmes dans cet événement-là, et effectivement, c'est le premier événement où on est obligé de mettre des gemmes pour finir, donc ça, clairement, c'est un pas supplémentaire qui est passé. Bon, est-ce que maintenant, c'est une grosse surprise ? Pas forcément, enfin je veux dire, quand on joue à Empire & Puzzle, on s'est aperçu quand même que depuis quelques temps, et d'ailleurs ça a fait arrêter beaucoup de joueurs, hein, c'est un peu la course à l'échalote, je veux dire, ils nous sortent des nouveaux événements toutes les 4 minutes, honnêtement, là vous voyez, on fait la tour de la magie, ce qui est extrêmement chronophage, demain on arrive sur Atlantide, qui va être extrêmement chronophage parce qu'il va falloir farmer, fin de la semaine prochaine on a Valhalla qui va falloir farmer aussi, honnêtement, c'est un jeu qui devient déjà très chronophage, parce que vous voyez là c'est 2 semaines horribles, enfin le farm d'Atlantide on est content quand ça arrive parce qu'on manque de ressources, mais honnêtement à la fin on n'en peut plus, et hors la tour de la magie on n'en peut plus non plus, donc voilà, maintenant vous allez avoir la tour de la magie, la tour des ninjas, donc 2 mois sur 3 ça va être des événements qui prennent beaucoup de temps, à côté de ça on vous sort des nouveaux héros avec des statistiques de ouf, avec des CS de ouf, de plus en plus cheatés tous les 4 matins, hein, vous avez des nouveaux événements quasiment tous les mois avec de nouveaux héros, voilà. Donc ça pareil, quand on est free to play à la limite on regarde ça passer et on se dit bon bah de toute façon c'est des héros qu'on n'aura pas, on a quand même un pincement au cœur en se disant que nos saisons 1 sont de plus en plus obsolètes, hein, faut quand même dire ce qui est. Donc ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a des decks qui, non seulement en free-to-play évoluent peu, voilà, moi pour l'instant, alors c'est volontaire de ma part, mais je peux monter d'autres héros, mais pas des héros qui m'intéressent forcément, mais moi mon dernier 5 étoiles que j'ai monté, c'est en mois de mai, et c'était June, que j'ai chopé en camp 20. Pour l'instant, j'ai rien monté d'autre, j'attends gentiment, je pense qu'avec un peu de chance sur Halloween, j'arriverai à choper un 5 étoiles qui serait un plus, parce que en free-to-play, c'est la difficulté que vous avez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez à un plafond de verre qui fait que, par exemple, je peux monter un Kagan, mais un Kagan dans mon deck me servira pas forcément à grand-chose, peut-être que je finirai par le faire parce que j'ai beaucoup d'anneaux,
mais c'est pas ça qui va révolutionner mon deck. Et la difficulté en free-to-play, c'est que vous avez très peu de héros hors saison 1. Donc voilà. Donc ça, c'est le problème en free-to-play, mais à la limite, bon, c'est quelque chose qu'on accepte quand on est free-to-play, à avoir un moins bon deck. Par contre, et c'est ça qui fait arrêter, je pense, beaucoup de personnes, c'est notamment pour les pay-to-win. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quand même investi des sommes importantes pour choper des héros. Quand on voit comment ça a changé du tout au tout par rapport à il y a un an, je veux dire, il y a un an, le top du top de la défense, c'était avoir Télu, Vela, Feather. Actuellement, quand on tombe sur des défenses avec Télu, Vela et Feather, on se dit ouais, bon, ça va, ça c'est une petite défense quoi. Maintenant, à chaque fois, il faut avoir le nouveau héros qui va bien, et ça demande beaucoup d'investissements financiers. Donc honnêtement, moi je comprends que les pay-to-win arrêtent, parce qu'il y a un moment, ils se disent attendez, mais j'ai payé il y a, je sais pas, 6 mois pour choper tel héros parce qu'il était au top, et j'ai payé, quand j'ai payé, c'est que j'ai mis beaucoup d'argent, et en fait là, il faut que je remette sans cesse. Là, je vois par exemple, actuellement, ils sont en train de sortir les costumes pour les héros d'Even saisonniers. Par exemple, une Francine qui est sortie l'année dernière, l'Abîme, vous l'avez chopé l'année dernière, vous êtes ultra content, parce qu'en plus c'est un héros qui est très sympa. Là, elle va sortir avec son costume, donc du coup, votre Francine à vous, sans costume, bah, elle va être potentiellement en partie un peu dépassée. Donc voilà, c'est une sorte de course à l'échalote qui fait que, et je comprends, les pay-to-win finissent par arrêter. Quand on est free-to-play, quelque part, c'est quelque chose qu'on accepte en fait d'être dépassé. C'est-à-dire qu'on sait que quand on est free-to-play, bah, on pourra jamais rivaliser, faut être réaliste, on pourra jamais rivaliser avec des personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans le jeu et qui ont des héros. Voilà, un mono à 4004 avec Richard et avec Isarnia, ça sera pas la même qu'un mono à 4004 avec, je dis n'importe quoi, Skadi et avec Morel. Vous aurez la même puissance, mais vous aurez un mono qui sera complètement différent. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait. En tout cas, au début, on ne le sait pas, et puis au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on finit par le comprendre. Et après, soit on l'accepte en free-to-play, soit on arrête. Mais par contre, je trouve que pour les pay-to-win, c'est vraiment une période qui je trouve compliquée, et c'est vrai que je comprends vraiment qu'ils arrêtent. Et là, bon, bah, c'est effectivement un nouveau pas de franchi, hein, c'est-à-dire que là, clairement, SG commence, je trouve, à de plus en plus affirmer, de plus en plus assumer le fait que ce qui est présenté comme un jeu gratuit, en fait, l'est de moins en moins. Hein, maintenant, voilà, mettre des gemmes. Encore une fois, on peut le faire sans mettre la CB, hein, soyons bien clairs. Mais après, bon, il y a un moment aussi, là c'est un événement, si nous en mettent un deuxième, enfin il y a un moment on pourra plus suivre, même si on voulait les mettre, je veux dire, voilà, il y a un moment on peut plus suivre, et puis on a besoin aussi de faire des invocations à côté. Donc voilà, donc oui, je trouve ça triste. Mais je suis pas extrêmement surprise non plus. Je trouve ça triste. Est-ce que ça me révolte? Honnêtement, je crois qu'en fait, je deviens cynique, et je deviens de plus en plus blasé. Mais bon, je trouve ça assez triste. Mais ça ne fait que confirmer la pente sur laquelle SG est avec ce jeu, peut-être avec d'autres, j'en sais rien, mais en tout cas avec ce jeu depuis quelques temps. Bref, j'ai vachement digressé. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, autre particularité qui est intéressante, il me semble que ça va être le cas également sur la prochaine tournée Ninja, ce n'était pas le cas avant, mais ça c'est très important de le savoir. C'est quoi? Alors attendez, je vais vous le mettre. Tac. C'est qu'avant, quand un héros était maudit, et du coup on va dire entre guillemets banni de votre deck, alors je l'ai sur celle-ci, voilà, bah du coup vous ne pouvez l'utiliser ni avec ni sans son costume. Là maintenant vous allez pouvoir utiliser, vous voyez celle-ci elle n'est pas maudite, celle-là elle l'est. Donc ça veut dire que maintenant les malédictions s'appliquent au héros et à son costume de manière différente. Donc ça c'est extrêmement utile, ça veut dire grosso modo qu'un héros costumé, ben, c'est un double héros. Et ça c'est top, donc ça pour le coup c'est un vrai gain. Je sais pas si vont le mettre, il me semble qu'ils vont le mettre sur les ninjas aussi, mais j'en suis pas sûre à 100%. Donc ça c'est très très intéressant à savoir. Donc pour le coup ça c'est une vraie facilité qui est donnée. C'est-à-dire que par exemple vous voyez moi ma Sonia, là où si ça avait été comme avant, bah, je l'aurais pu utiliser qu'une fois, bah là je vais pouvoir l'utiliser 6 fois. Donc, enfin 6 fois, je vais pouvoir encaisser 6 malédictions. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la tour ninja? Les récompenses, donc les récompenses c'est grosso modo comme de la tour de la tour de magie, grosso modo c'est à peu près comme la tour ninja, sauf que bon bah évidemment comme vous pourrez pas la finir, enfin si vous ne la finissez pas parce que vous décidez de pas mettre de gemmes, forcément vos récompenses seront un petit peu moins intéressantes. Honnêtement je ne sais pas où je vais arriver. J'espère maintenir les 15 emblèmes, et mine de rien, bah, c'est pas inintéressant, hein. Regardez, 15 emblèmes x 10, ça fait 150 emblèmes, plus ceux que vous avez chopés dans les coffres, plus ceux que vous avez au tour par tour.
honnêtement, ça fait une jolie collecte qui mérite, à mon avis, alors après, c'est à vous de voir si vous souhaitez faire un investissement, mais c'est pas forcément un investissement d'objets, c'est un investissement de temps. Ça, par contre, oui. Mais par contre, d'objets, ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre pour... Alors, évidemment, ça dépend de votre niveau. Mais honnêtement, vous pouvez choper quand même pas mal d'emblèmes sans forcément mettre des objets. Donc voilà, et même, admettons même que vous ne vouliez rien faire du tout, bah vous faites le premier niveau, et regardez, hop, vous allez pouvoir choper, mine de rien, 30 emblèmes. 30 emblèmes sans lever le petit doigt. Bon, bah écoutez, moi je crache pas dessus, hein, je trouve ça plutôt intéressant. Là où ce que je trouve dommage, en revanche, c'est ça. C'est que ce qu'ils ont fait, par rapport à la tournée ninja, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils ont mis des coffres beaucoup plus fréquents sur le normal. Donc du coup, vous avez un coffre tous les 5 niveaux, donc ça c'est génial, ça permet de rentabiliser. Par contre, sur l'impossible, et ça je trouve ça vraiment dommage, bah, c'est qu'en fait, il y a 0 coffre. Mais 0, même pas à la fin. Voilà, vous avez absolument aucun coffre. Et ça, pour le coup, je trouve ça extrêmement dommage. Alors, par contre, dans les niveaux, vous chopez de plus en plus d'emblèmes. C'est-à-dire que là, là où j'en suis, de mémoire, je crois que je suis à peu près à 3 emblèmes par niveau. Donc mine de rien, par exemple, si je fais mes 10 niveaux, ça veut dire que là, je vais choper 30 emblèmes, peut-être un peu plus, parce que peut-être que ça va passer à 5 emblèmes par niveau. Donc mine de rien, 10 niveaux, ça fait aussi des emblèmes. Mais je trouve que c'est extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de coffre, parce que c'est idiot, mais ça nous pousse aussi à monter. Hein, ça nous donne envie de monter. D'ailleurs, si SG était un petit peu intelligent, c'est comme ça, je pense, qu'il arriverait en fait à vendre ses flacons, c'est de nous mettre des coffres. Parce que là, du coup, ça donne pas très envie de finir. Grosso modo... Admettons que je chope 5 emblèmes par niveau sur les 25 derniers niveaux, bah si quand même, putain, ça fait 125 emblèmes. Hein. Si on est à 5 par niveau, je ne sais pas si on y sera ou pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'emblèmes, mais je trouve que les coffres, c'est aussi une jolie carotte, qui ferait qu'on monte là, du coup on peut monter pour les emblèmes par niveau, et pour le plaisir aussi de dire qu'on a pu finir l'event, parce que c'est aussi sympa de se mettre un peu des challenges personnels. D'ailleurs, si vous avez... Moi, je ne montrerai pas, donc voilà, mais si certains finissent la tour, ça serait intéressant de savoir combien d'emblèmes par niveau on peut choper sur les derniers niveaux. Hein, ça peut permettre de motiver, parce que si c'est 5 emblèmes par niveau, par exemple, sur 25 niveaux, ça fait 125 emblèmes pour 250 gemmes. Ben, alors, je connais pas les offres, parce que j'achète pas d'emblèmes, mais c'est pas ridicule non plus. Hein, on peut se dire que du coup, on peut faire l'investissement de temps en temps, quoi. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur la tour de la magie. C'est intéressant. Alors en plus au début c'est un peu plus difficile parce qu'on n'est pas familiarisé non plus avec les CS des boss, donc parfois on peut avoir des surprises si on ne prend pas le temps de bien réfléchir et de bien regarder. Bon, voilà. Moi ce qui me gêne extrêmement effectivement c'est j'aime à mettre. Sinon, parce qu'à la limite que ce soit un événement très difficile, moi ça me pose pas de soucis. Et qu'on puisse pas le finir parce qu'on n'a pas le deck pour, ça me pose pas de soucis. C'est sympa aussi d'avoir du challenge, d'avoir des choses, parce que quand on joue, enfin, je trouve ça dommage quand on est dans un jeu et qu'au final on finit toujours tout sans difficulté. Le but c'est aussi de se mettre des challenges, de se dire, bah t'es la tour de la magie, je la finis pas, bah du coup je vais essayer de faire en sorte de pouvoir la finir. Voilà, ça crée de l'émulation personnelle aussi, je trouve ça intéressant. Donc à ce niveau-là, moi ça me pose aucun souci, au contraire, je trouve ça bien. Et après on te dit ouais mais les petits niveaux, bah les petits niveaux il y a d'autres choses, et puis les petits niveaux ça leur permet aussi de se dire bah du coup ils progressent, bah ils finissent tel événement, et puis ils progressent un peu plus, ils finissent tel événement, enfin bref ça leur donne aussi des objectifs. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Mais par contre c'est vrai que le mettre, voilà, je trouve que c'est inquiétant. Au-delà de ça, je trouve que le fait que SG assume comme ça de plus en plus l'aspect financier du jeu, je trouve ça inquiétant au-delà de ça, parce que je ne sais pas où ça va finir en fait. Là on est sur un événement où il faut mettre des gemmes, est-ce qu'on va rester sur un seul événement? Un événement on peut se dire bon à la limite pourquoi pas, quand si c'est plusieurs ça va commencer à devenir très très compliqué. Donc voilà. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, je ne sais pas, en tout cas que ça vous aura fait un peu réfléchir, et j'espère revenir assez vite vers vous pour un nouvel épisode. Ciao les amis!